Salut à tous, passionnés d'histoire et de mystère. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un lieu vous appelait, qu'un secret endormi sous la terre n'attendait que vous pour être révélé? C'est une sensation étrange, un mélange d'excitation et de quasi-certitude que j'ai ressenti pour la première fois il y a un peu plus d'1 an en dépoussiérant le grenier de mon grand-oncle décédé. Arthur n'était pas un homme sentimental, mais il était un conservateur méticuleux. Ancien géomètre expert pour le cadastre, sa vie avait été rythmée par les lignes de parcelles, les bornes et les cartes. Son grenier était un sanctuaire de papier et de carton, une archive personnelle où s'entassaient des décennies de relevés topographiques, de plans jaunis et de carnets de notes à la couverture de Moleskine. Je triais sans grand enthousiasme, plus par devoir familial que par véritable intérêt, lorsque ma main tomba sur une malle en bois cerclée de fer. Elle n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, sous une pile de cartes d'état-major de la Première Guerre mondiale, se trouvait un portefeuille en cuir rigide, craquelé par le temps. Je l'ai ouvert avec précaution, libérant une odeur de poussière et de cuir séché. Il contenait une seule carte, pliée en 8. Elle était différente des autres. Dessinée à la main, à l'encre de Chine et rehaussée d'aquarelles délicates, elle représentait un petit coin du massif du Jura, une région qui m'est chère, berceau de ma famille. Le papier était épais, presque comme du vélin, et portait un filigrane que je ne reconnus pas. Le style de la cartographie semblait dater de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. Le niveau de détail était stupéfiant. Chaque cours d'eau, chaque relief, chaque bosquet semblait avoir été dessiné avec un soin infini. Mais ce qui attira mon regard et fit naître la première étincelle de ce qui allait devenir une obsession, c'était un nom, calligraphié en lettres rondes et élégantes au creux d'un vallon encaissé. Val d'Ombre. Ce nom était accompagné du symbole d'un village, une petite église avec son clocher, entouré d'une dizaine de points représentant des maisons, le tout niché au confluent de 2 ruisseaux, le Bief froid et la Combe noire. Intrigué, je dépliai une carte IGN moderne de la même zone que j'avais heureusement dans ma voiture. Je comparais les deux. Les reliefs correspondaient, les noms des sommets et des forêts étaient les mêmes, à quelques variations orthographiques près. La rivière principale, le Doubs, serpentait au même endroit. Mais là où l'ancienne carte indiquait fièrement le village de Val d'Ombre, la carte moderne ne montrait rien. Absolument rien. Juste une tache verte uniforme de forêt dense. Pas de ruines signalées, pas de lieu dit, pas même un sentier de randonnée. Le village avait été rayé de la carte et de la réalité. Mon cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était pas une simple erreur de copiste. La carte de mon grand-oncle était trop précise, trop détaillée pour être une fantaisie. Le cartographe avait même pris la peine de dessiner un petit pont de pierre enjambant le Bief froid et de noter la présence d'un moulin en aval. Val d'Ombre avait existé. J'en étais soudain certain. Mais qu'était-il devenu ? Pourquoi un village entier disparaîtrait-il sans laisser la moindre trace, au point que même la mémoire locale semblait l'avoir oublié ? Je n'avais jamais entendu parler d'un Val d'Ombre dans les histoires de mes grands-parents. Le mystère était entier, posé là, sur le plancher poussiéreux d'un grenier, sous la forme d'une énigme d'encre et de papier. Cette carte n'était plus un simple document ancien. C'était un appel lancé depuis le passé à travers le silence de la forêt jurassienne. Je savais, sans pouvoir l'expliquer, que je devais trouver des réponses. Le tri du grenier pouvait attendre. Ma véritable tâche venait de commencer. Je repliai la carte avec une dévotion nouvelle, la glissant dans la poche intérieure de ma veste, comme un talisman. Elle semblait vibrer d'une énergie propre,
celle d'une histoire qui refusait de mourir. La première étape était évidente, retourner à la source, aux archives laissées par mon grand-oncle. Peut-être un de ces carnets contenait-il une note, une mention, un indice sur l'origine de cette carte étrange et du village fantôme qu'elle représentait. La quête de Val d'Ombre avait débuté. Ma première investigation se concentra sur le legs de mon grand-oncle Arthur. Si cette carte se trouvait parmi ses affaires, il devait y avoir une raison. Je passai les 2 jours suivants à décortiquer méticuleusement chaque carnet, chaque dossier, chaque note volante. L'écriture d'Arthur était petite, serrée, presque sténographique. Un témoignage de décennies passées à prendre des notes sur le terrain, par tous les temps. C'était un travail fastidieux. Les carnets étaient remplis de mesures d'arpentage, de calculs d'angles, de listes de coordonnées et de croquis de bornes cadastrales. Des informations techniques, froides, sans âme. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir de trouver une anomalie, une note personnelle qui détonnerait au milieu de cette rigueur professionnelle. C'est au fond d'une caisse en carton, parmi de vieux manuels de géodésie, que je trouvais un petit journal à la couverture noire, différent des autres. Il ne s'agissait pas d'un carnet de terrain, mais plutôt d'un journal personnel, ou du moins d'un recueil de réflexions. La plupart des entrées étaient laconiques, des observations sur la météo, des commentaires sur des chantiers. Mais une entrée, datée du 17 août 1978, fit sursauter mon attention. Retrouver la carte du vallon oublié en classant les archives du père. Toujours aussi fascinante. Père disait qu'elle venait de son propre grand-père, qu'il aurait lui-même reçu d'un vieil horloger de Morteau en paiement d'une dette. Une histoire de famille, donc. La précision est troublante. Le lieu-dit Val d'Ombre est une énigme. Aucune trace sur les cadastres napoléoniens, ni sur la carte de Cassini. C'est comme si ce village n'avait existé que pour le cartographe inconnu. Tenter une excursion dans la zone il y a 20 ans. La forêt est impénétrable, le relief accidenté. Rien trouvé, sinon un sentiment d'étrange mélancolie. La terre garde parfois bien ses secrets. Peut-être trop bien. Mon sang ne fit qu'un tour. Non seulement mon grand-oncle connaissait le mystère, mais il avait lui-même enquêté. Et cette carte était un héritage familial, transmis sur plusieurs générations. L'énigme prenait une dimension personnelle encore plus profonde. L'absence du village sur la carte de Cassini, la référence en matière de cartographie du XVIIIe siècle, était particulièrement troublante. Cela signifiait que soit le village avait disparu avant que les ingénieurs géographes de Cassini ne parlent dans la région, vers 1760, soit il était si insignifiant ou si isolé qu'il avait été omis, ce qui semblait improbable au vu de la présence d'une église sur ma carte. Fort de cet indice, ma prochaine étape fut les archives départementales du Doubs. Je pris une journée de congé et me rendis à Besançon, le cœur battant d'une excitation d'explorateur. L'odeur des archives, ce mélange unique de papier ancien, de colle et de poussière, a toujours eu sur moi un effet apaisant. Mais ce jour-là, elle était chargée de promesses. J'expliquai mon cas à une archiviste, une femme d'une 50aine d'années au regard vif et à l'efficacité redoutable. Elle écouta mon histoire avec un mélange de patience et de scepticisme poli, un air qu'elle devait réserver aux nombreux généalogistes amateurs et chasseurs de trésors qui passèrent à sa porte. Val d'Ombre ? Ce nom ne me dit absolument rien, dit-elle en fronçant les sourcils. Et si votre grand-oncle n'a rien trouvé sur le cadastre napoléonien, la recherche sera difficile. C'est notre source la plus complète pour cette période. Néanmoins, elle m'orienta vers les fonds pertinents, les registres paroissiaux, les registres d'état civil antérieurs à la Révolution, les actes notariés et les registres fiscaux comme les 20e ou les terriers des seigneuries locales.
Pendant des heures, je tournais les pages fragiles de ces registres monumentaux. Je scrutais les listes de baptêmes, de mariages et de sépultures des paroisses environnantes. Morteau, Villers-le-Lac, Grand-Combe-Châteleux. Mon espoir était de trouver un acte mentionnant une personne originaire de Val-d'Ombre. Mais rien. Les noms de hameaux et de fermes isolées étaient nombreux, mais nulle part n'apparaissait celui que je cherchais. La frustration commençait à poindre. La salle de lecture était silencieuse, rythmée uniquement par le bruissement des pages tournées et la toux discrète d'un autre chercheur. Le doute s'insinuait. Et si mon grand-oncle avait raison? Et si ce village n'était qu'une chimère, une fantaisie d'un cartographe poète? Je décidai de changer de tactique. J'abandonnais les registres nominatifs pour me plonger dans les archives judiciaires et administratives. Procès-verbaux de la maréchaussée, registre des eaux et forêts. C'est là, dans un carton poussiéreux contenant des rapports sur le droit d'usage du bois dans la forêt de Morteau, que je trouvai une première piste, mince, comme un fil d'araignée. Un rapport daté de 1752 faisait état d'un différend entre les communautés de Villers-le-Lac et de Monte-le-Bon au sujet d'une coupe de bois. L'expert mandaté pour délimiter la zone de conflit décrivait le terrain avec une grande précision. Et au détour d'une phrase, il mentionnait « En suivant la ligne de crête jusqu'au rocher surplombant le vallon des Ombres, lieu dit maudit par les anciens à cause des éboulements fréquents, le vallon des Ombres. Pas Val d'Ombre, mais la ressemblance était trop frappante pour être une coïncidence. Et cette mention de éboulements fréquents et de lieu dit maudit faisait écho à la mélancolie ressentie par mon grand-oncle. Ce n'était pas encore la preuve de l'existence d'un village, mais c'était la première confirmation que le lieu lui-même avait une histoire, une réputation. Le secret commençait à se fissurer. Je photocopiais le document avec un soin religieux. En quittant les archives ce soir-là, le scepticisme avait laissé place à une détermination renouvelée. Je n'avais pas trouvé le village, mais j'avais trouvé son ombre. L'étape suivante était inévitable. Je devais, comme mon grand-oncle avant moi, me rendre sur place. Je devais marcher dans le vallon des ombres et tenter de sentir ce que la terre avait à me dire. L'expédition vers le vallon des ombres fut organisée le week-end suivant. Le temps était typiquement jurassien pour un début d'automne. Un ciel bas et gris, une humidité pénétrante et des couleurs flamboyantes dans les forêts de hêtres et de sapins. J'étais équipé comme pour une randonnée sérieuse. Chaussures de marche montante, pantalons robustes, GPS et bien sûr des copies de la carte ancienne et de la carte IGN moderne, protégées dans une pochette plastique. Le journal de mon grand-oncle et le rapport de 1752 étaient dans mon sac à dos, comme des reliques me guidant. Pour accéder à la zone, il n'y avait pas de route. Le point de départ le plus proche était un petit chemin forestier utilisé par les débardeurs, à plusieurs kilomètres de mon objectif. Je garai ma voiture, enfilai mon sac et m'enfonçai dans le silence de la forêt, un silence seulement troublé par le cri d'un geai et le bruit de mes pas sur le tapis de feuilles mortes. La progression fut plus difficile que prévu. Le terrain, fidèle à la description du rapport, devenait rapidement accidenté. Je devais franchir des ravines, contourner des affleurements rocheux couverts de mousse et me frayer un chemin à travers des fourrés denses de noisetiers et de ronces. La forêt semblait vierge, sauvage, comme si la main de l'homme ne s'y était jamais aventurée. C'est une sensation courante dans le Jura, mais ici elle était plus intense, plus prégnante. C'était une solitude presque hostile. Après 2 heures de marche éprouvante, en me fiant constamment au GPS et à la topographie, j'arrivais enfin sur la crête qui, selon mes calculs, surplombait le vallon.
Le spectacle était saisissant. En contrebas, une vallée encaissée, plus profonde et plus étroite que je ne l'avais imaginée, s'ouvrait sous mes yeux. Les deux ruisseaux, le bief froid et la combe noire, étant visibles comme des serpents d'argent au fond. L'endroit était sombre, encaissé entre de hautes falaises calcaires d'un côté et des pentes abruptes couvertes de sapins de l'autre. Le soleil, déjà bas en cette saison, n'y pénétrait pas. Val d'ombre. Le nom prenait tout son sens. Il y régnait une atmosphère pesante, une mélancolie tangible. Je descendis la pente avec prudence, m'agrippant aux arbres. J'atteignis le fond du vallon, au confluent exact des deux cours d'eau, là où la carte ancienne situait le cœur du village. Je me tenais au point précis où, 2 siècles et demi plus tôt, se trouvait peut-être une église, une place, des maisons. Mais il n'y avait rien. Rien qu'une forêt dense, un sol spongieux couvert de mousse et de fougères. Les arbres étaient vieux, certains semblaient centenaires. Le sol était inégal, bosselé, mais de manière chaotique, naturelle. Je marchais lentement, les yeux rivés au sol, cherchant le moindre indice. Une pierre de taille, un fragment de tuile, un alignement suspect de rochers. Pendant 1 heure, ma recherche fut vaine. La nature avait repris ses droits avec une efficacité redoutable. Le découragement me gagna. Avais-je fait tout ce chemin pour rien? Étais-je en train de poursuivre une chimère, trompé par une carte romantique? Je m'assis sur un rocher couvert de lichen au bord du bief froid. Le bruit de l'eau était le seul son. Je fermai les yeux, essayant de m'imprégner du lieu, d'imaginer des voix, des rires d'enfants, le son du marteau d'un forgeron. C'est en rouvrant les yeux que je le vis. Juste en face de moi, de l'autre côté du ruisseau, quelque chose clochait. Un mur. Pas un mur de soutènement moderne, mais un alignement de grosses pierres moussues, presque entièrement enfouies dans le talus. L'alignement était trop droit, trop régulier pour être naturel. Je traversais le ruisseau en sautant de pierre en pierre, l'eau glaciale éclaboussant mon pantalon. Je m'approchais. C'était bien une construction humaine. Des blocs de calcaire grossièrement taillés, assemblés sans mortier apparent, formaient un mur de terrasse sur une dizaine de mètres. La végétation avait tout recouvert, mais la structure était indéniable. Mon cœur s'emballa. J'avais trouvé la première trace physique. Galvanisé, je me mis à explorer les environs de ce mur avec une nouvelle énergie. Je suivis la terrasse et découvris, un peu plus loin, un replat de terrain, une zone anormalement plate d'environ 20 mètres sur 30. Le sol y était différent, moins rocailleux. Et au centre de ce replat, je remarquai une chose étrange. Un vieux pommier sauvage, noueux et tortueux, seul arbre fruitier au milieu des hêtres et des sapins. Un pommier ne pousse pas spontanément au milieu d'une forêt aussi dense. Il est le vestige d'un verger, d'un jardin, d'une présence humaine. Je continuais mon exploration méthodique. Près du pommier, je dégageai la mousse au pied d'un arbre et mes doigts rencontrèrent la surface froide et courbe d'une pierre creusée. C'était une auge, ou peut-être la margelle d'un puits, presque entièrement comblée par la terre et les feuilles. Le mur, le replat, le pommier, le puits, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ce n'étaient pas des preuves irréfutables, mais une accumulation d'indices concordants. Val d'ombre n'était pas un mythe. Ces fantômes étaient là, tout autour de moi, endormis sous un linceul de terre et de végétation. Alors que la lumière commençait à décliner, baignant le vallon dans une pénombre encore plus profonde, je remarquai un dernier détail. Sur la falaise qui dominait le site,
une énorme cicatrice était visible. Un pan de roche entier semblait s'être détaché, créant un gigantesque chaos de blocs au pied de la paroi, juste en amont du replat où je me trouvais. Le lieu dit maudit, à cause des éboulements fréquents. L'idée me frappa avec la force d'une évidence. Et si la disparition du village n'était pas due à une épidémie, à une guerre ou à un exode économique, mais à une catastrophe naturelle brutale, un glissement de terrain massif qui aurait tout enseveli en quelques instants. Cette pensée me glaça le sang. J'étais peut-être en train de marcher sur un cimetière. La remontée fut silencieuse et pensive. Je ne quittais pas le vallon des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la crête. Je n'avais pas trouvé de village, mais la cicatrice d'un village. La quête venait de prendre une tournure plus sombre, plus tragique. Il fallait que je retourne aux archives, avec une nouvelle question en tête. Trouver la trace non pas d'un village, mais d'un drame. Mon retour aux archives départementales fut différent. Je n'étais plus un amateur cherchant à l'aveugle une mention de Val d'Ombre. J'étais armé d'une théorie, d'une hypothèse précise, une catastrophe naturelle, probablement un glissement de terrain, survenu après la création de ma carte, disons vers 1780-1820, mais avant l'établissement du cadastre napoléonien, vers 1830 dans cette région. La fenêtre de recherche était plus étroite, mais aussi plus complexe. Comment un tel événement aurait-il été consigné ? Je me concentrais sur de nouveaux types de documents, les archives des intendances du roi, les registres de délibération des communautés voisines, la correspondance des curés, et surtout les archives judiciaires traitant de cas de force majeure ou de calamités publiques. Je passais des jours à déchiffrer des écritures du XVIIIe siècle, le vocabulaire administratif et juridique de l'époque. La frustration était ma compagne quasi permanente. Les archives sont un océan de papier où trouver une information précise revient souvent à chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour briser l'isolement de ma recherche, je décidai de prendre contact avec un historien local, réputé, un certain Émile Joret, auteur de plusieurs ouvrages sur l'horlogerie et la vie paysanne dans le Haut-Doubs. Je lui obtins un rendez-vous dans son bureau, un appartement ancien du centre de Morteau, dont les murs étaient littéralement tapissés de livres. Émile Joret était un homme d'environ 70 ans, le regard malicieux derrière des lunettes épaisses, mais l'air d'emblée sceptique lorsque je lui exposai mon histoire. Il examina ma carte ancienne avec l'œil d'un connaisseur. Belle pièce, sans aucun doute. Fin 18e. Un travail de qualité, probablement privé, pas une carte officielle, dit-il en la manipulant avec soin. Puis, je lui racontai mes découvertes, la note de mon grand-oncle, le rapport de 1752, ma visite sur le terrain, le mur, le pommier, et ma théorie de l'éboulement. Il m'écouta patiemment, en hochant la tête de temps à autre. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment, se caressant la barbe. « Mon jeune ami, dit-il finalement d'une voix douce mais ferme, votre enthousiasme est louable, vraiment. Mais vous devez être prudent. Le Jura est plein d'histoires de fermes disparues, de hameaux oubliés. La plupart du temps, ce sont des lieux dits qui n'ont abrité qu'une ou deux familles, abandonnées à cause de l'exode rural. Un village entier avec une église qui disparaît sans laisser de traces dans les archives. C'est hautement improbable. » Il se leva et attrapa un lourd volume sur une étagère. Les registres paroissiaux. Si une église avait existé, même une simple chapelle, elle aurait dépendu d'une paroisse mère. Il y aurait des registres, des visites de l'évêque, des comptes de fabrique. L'Église catholique est une administration méticuleuse, vous savez. L'absence de toute mention est l'argument le plus fort contre votre théorie. Son scepticisme, bien que bienveillant,
fut comme une douche froide. Il pointait les failles de mon raisonnement avec une logique implacable. Quant à votre éboulement, continua-t-il, un événement de cette ampleur, anéantissant un village entier, aurait laissé des traces écrites. On aurait fait appel à la charité du roi. Il y aurait eu des procès pour les héritages, des rapports de l'intendant. Le silence des archives est assourdissant. Il me raccompagna jusqu'à la porte. Continuez à chercher si le cœur vous en dit, mais ne vous laissez pas emporter par une belle carte et un vallon romantique. L'histoire est une science, pas un roman. Je repartis de chez lui passablement découragé. Ses arguments étaient solides. Avais-je tout faux depuis le début? Étais-je en train de construire un château de cartes sur les fondations d'une simple erreur de cartographe? Pendant une semaine, je laissais mes recherches de côté. Le doute m'avait envahi. Mais l'image du vallon, du mur de pierre et du pommier solitaire ne me quittait pas. Et il y avait cette phrase du rapport de 1752. « Lieu dit maudit ». Elle continuait de résonner en moi. C'est ce qui me poussa à y retourner. Pas aux archives officielles, mais à la mémoire orale. Si les écrits se taisaient, peut-être que les légendes parlaient encore. Je passais un samedi à faire le tour des fermes les plus isolées dans les environs du vallon, interrogeant les plus anciens habitants que je pouvais trouver. La plupart me regardaient avec des yeux ronds quand je leur parlais du vallon des ombres ou de Val d'Ombre. Les noms ne leur disaient rien. Je récoltais des histoires de fées, les fées de la Roche, de contrebandiers suisses, mais rien sur un village disparu. J'étais sur le point d'abandonner dans la dernière ferme de ma liste quand un vieil agriculteur à la retraite, penché sur son potager, me donna une piste. Le vallon des ombres, oui, mon grand-père en parlait. Il l'appelait le creux des âmes perdues. Il nous interdisait d'y aller. Il disait que c'était un endroit où la terre avait mangé les gens et qu'il ne fallait pas réveiller le malheur qui y dormait. La terre avait mangé les gens. Cette phrase simple, issue du folklore paysan, me fit l'effet d'un électrochoc. C'était l'écho populaire, déformé par les générations, de la catastrophe que je suspectais. Ce n'était pas une preuve historique, mais c'était un indice puissant, une confirmation que la mémoire du drame avait survécu, non pas dans les archives, mais dans les superstitions locales. Ce témoignage oral était le carburant dont ma motivation avait besoin. Le scepticisme d'Émile Joret m'avait forcé à être plus rigoureux, et cette légende locale me confirmait que je n'étais pas fou. Il y avait bien un malheur qui dormait dans ce vallon. Armé de cette conviction renouvelée, je savais ce qu'il me restait à faire. Il fallait trouver la pièce manquante, le document écrit qui relierait la légende à l'histoire. Et je sentais que je ne le trouverais pas dans les archives administratives classiques. Il fallait chercher ailleurs, dans des fonds plus personnels, plus inattendus. Ma quête reprenait, plus forte et plus ciblée que jamais. La piste du creux des âmes perdues m'obsédait. Elle prouvait que la mémoire collective avait conservé une trace, même déformée, d'un événement tragique. Si la mémoire orale existait, une trace écrite devait forcément exister quelque part, aussi infime soit-elle. J'ai alors décidé d'orienter mes recherches vers une source que j'avais jusqu'alors négligée, les archives ecclésiastiques, mais pas celles de la paroisse locale. Je me suis intéressé aux archives de l'archevêché de Besançon. Mon raisonnement était le suivant. Si une catastrophe avait anéanti une communauté, même petite et non officiellement paroissiale, le curé de la paroisse de rattachement, probablement Villers-le-Lac ou Morteau, en aurait certainement informé son supérieur hiérarchique. Il aurait décrit l'événement, demandé des prières, peut-être même de l'aide pour les survivants, s'il y en avait eu. La recherche dans les fonds de l'archevêché était encore plus ardue.
des liasses de correspondances, des rapports de visite pastorale, des mandements, des milliers de documents manuscrits, classés de manière parfois approximative. Je me suis concentré sur la période 1780-1810, une période charnière qui incluait la fin de l'Ancien Régime, la Révolution française, qui a passablement désorganisé l'Église, et le début de l'Empire. C'est une période de trouble, où la tenue des registres était souvent perturbée, ce qui pouvait expliquer en partie le silence des archives. Pendant des jours, je n'ai rien trouvé. Je commençais à perdre espoir, me disant qu'Émile Joret avait peut-être raison. Puis, alors que je consultais une liasse intitulée « Correspondances diverses » au 12, 1793-1799, je suis tombé sur une lettre qui a tout changé. Elle n'était pas classée au bon endroit, probablement une erreur de l'archiviste du XIXe siècle. Elle était datée du 12 Frimaire an 2 décembre 1793, en pleine période de la Terreur. L'auteur était le citoyen Claude-Joseph Viret, ancien curé de la paroisse de Grand-Combe-Châteleux, qui avait prêté le serment constitutionnel et était devenu officier d'état civil. La lettre n'était pas adressée à l'archevêque, qui avait probablement émigré, mais à un confrère, un autre prêtre jureur de Pontarlier. C'était une lettre personnelle, pleine d'angoisses liées à la période révolutionnaire, mais elle contenait un passage qui a fait s'arrêter mon cœur. Je le retranscris ici de mémoire, tant il m'a marqué. Le froid est terrible cette année, et la disette menace nos concitoyens. Cela me rappelle la misère qui suivit le terrible orage de l'automne 1788. Tu te souviens peut-être de ce hameau d'horloger et de bûcheron niché au fond du Val d'Ombre, dépendant de ma cure pour les sacrements, bien que plus proche de Villers. Des braves gens, mais vivant sur une terre ingrate. En une nuit d'octobre, après des pluies diluviennes qui avaient duré des semaines, la montagne s'est ouverte en deux. Un pan entier de la falaise des Échelles s'est effondré sur leurs maisons endormies. Pas un survivant. 27 âmes, dont 11 enfants, ensevelis sous des milliers de toises de rocs et de boue. Nous n'avons rien pu faire, sinon prier sur ce tombeau à ciel ouvert. Le lieu est depuis lors considéré comme maudit. On l'appelle maintenant le creux des âmes, et personne n'ose plus y faire paître ces bêtes. La Révolution et ses fureurs nous font oublier ces drames de la nature, mais la terre, elle, n'oublie pas. Je suis resté assis, la lettre tremblante entre mes mains. J'avais du mal à respirer. Tout était là. Le nom, Val d'Ombre. La date, automne 1788. La cause, un glissement de terrain massif. Le bilan humain, 27 morts. L'explication du silence des archives. Le hameau n'était pas une paroisse, mais dépendait d'une autre cure pour les sacrements, et le drame s'était produit juste avant le chaos de la Révolution, qui avait balayé les anciennes structures administratives et dispersé les archives. Le nom « creux des âmes » était la confirmation du lien avec la légende locale. C'était le moment Eureka, celui que tout chercheur espère vivre une fois dans sa vie. Un mélange de jubilation intellectuelle et d'une profonde tristesse. Ces 27 personnes n'étaient qu'au plus une abstraction. Elles avaient des noms, des visages, des vies, des horlogers, des bûcherons, des familles entières anéanties en une nuit. La carte de mon grand-oncle prenait soudain une dimension tragique. Elle avait été dessinée peu de temps avant le drame. C'était le dernier portrait d'un village juste avant sa mort. Je fis plusieurs copies de la lettre, comme si j'avais peur qu'elle ne disparaisse. Je me sentais investi d'une mission. Sortir ces 27 âmes de l'oubli. Le scepticisme d'Émile Joret avait été un moteur. Je me fis une joie de lui présenter ma découverte. Je retournai à Morteau, la lettre en poche. Je le trouvai dans son bureau, au même endroit.
Je posai la copie du document sur son bureau sans un mot. Il chaussa ses lunettes, lut la lettre une première fois, rapidement. Puis une seconde fois, très lentement, chaque mot semblant s'imprimer dans son esprit. Il releva la tête, son regard avait changé. Le scepticisme avait disparu, remplacé par une lueur d'étonnement et de profond respect. « Mon garçon », commença-t-il, sa voix légèrement étranglée par l'émotion. « C'est une découverte extraordinaire, absolument extraordinaire. Vous avez résolu une énigme de plus de 2 siècles. » Il se leva et me serra la main vigoureusement. « Toutes mes excuses pour mon scepticisme. Vous aviez l'intuition et vous y avez ajouté la rigueur. C'est la marque des vrais historiens. » Ce compliment, venant de lui, valait toutes les récompenses. Nous passâmes le reste de l'après-midi à discuter de la suite. La découverte était trop importante pour rester confidentielle. Il fallait la faire connaître, la valider scientifiquement. « Ce qu'il faut maintenant, » dit Émile avec une nouvelle énergie, « c'est passer de l'archive au terrain. Il faut une expertise archéologique. J'ai quelques contacts à l'université de Franche-Comté. Nous allons contacter le département d'archéologie. Il faut monter un dossier solide, avec la carte, mes recherches, et surtout, cette lettre. Nous allons demander une prospection, peut-être même une fouille de sondage. Nous allons rendre leur histoire à ces gens. La quête solitaire était terminée. Une nouvelle phase, collaborative et scientifique, allait commencer. Val d'Ombre allait enfin pouvoir livrer ses derniers secrets. Fort du soutien d'Émile Joret et de la preuve irréfutable contenue dans la lettre du curé Viret, nous avons entrepris les démarches officielles. Émile, grâce à son réseau, a obtenu un rendez-vous avec le docteur Sophie Bernard, une archéologue rattachée au CNRS et maître de conférences à l'Université de Franche-Comté, spécialiste des habitats ruraux médiévaux et modernes. Le rendez-vous eut lieu à Besançon, dans un bureau encombré de cartes, de livres et de fragments de poteries étiquetés. Sophie Bernard était une femme d'une 40aine d'années, à l'énergie communicative et au regard perçant. Elle nous écouta avec une attention intense, sans nous interrompre, examinant tour à tour la carte ancienne, mes notes, les photos du site et la copie de la lettre de 1793. Lorsque nous eûmes terminé notre exposé, elle resta pensive, tapotant son stylo sur un carnet. « C'est une histoire incroyable, » dit-elle finalement. « Et votre dossier est remarquablement bien monté. La convergence des sources cartographiques, archivistiques, toponymiques et même folkloriques est très forte. La lettre de 1793 est la clé de voûte, évidemment. C'est une découverte de premier ordre. Son enthousiasme était palpable, mais c'était un enthousiasme professionnel, méthodique. Cependant, il nous faut des preuves matérielles, une confirmation archéologique. Le mur de pierre sèche et le pommier sont des indices, mais pas des preuves. L'hypothèse de l'ensevelissement par un glissement de terrain est à la fois fascinante et problématique. Problématique, comment ça ? Demandai-je. Parce qu'une masse de plusieurs milliers de tonnes de roches et de terre peut avoir complètement oblitéré les structures ou les avoir enfouies à une profondeur telle qu'une fouille classique serait extrêmement complexe et coûteuse. Avant d'envisager de creuser, nous devons voir sous la surface. C'est là qu'elle a évoqué les techniques de prospection non invasive. Nous pouvons commencer par une prospection géophysique, un radar à pénétration de sol, ou GPR. C'est un appareil que l'on traîne sur le terrain et qui envoie des ondes électromagnétiques dans le sol. Les échos nous permettent de cartographier les anomalies souterraines, murs, fondations, fossés, sols compactés. C'est comme faire une échographie de la Terre. C'est le moyen idéal pour vérifier s'il reste des structures cohérentes sous le replat que vous avez identifié.
Obtenir les autorisations et les financements pour une telle opération prit plusieurs semaines. Il fallut convaincre la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, le propriétaire du terrain, l'Office national des forêts et le service départemental d'archéologie. Le dossier que nous avions constitué, avec le soutien écrit d'Émile Joret et l'expertise de Sophie Bernard, fut heureusement jugé suffisamment solide. Une date fut fixée pour la fin du printemps, lorsque le sol serait moins gorgé d'eau et la végétation moins dense. Le jour de la prospection, l'ambiance dans le vallon était radicalement différente de celle de ma première visite solitaire. Une petite équipe de 3 personnes, menée par Sophie Bernard et un technicien spécialisé, était sur place. L'équipement avait été acheminé à dos d'homme, une tâche ardue dans ce relief accidenté. L'appareil GPR ressemblait à une sorte de tondeuse à gazon high-tech. Le technicien commença à le pousser lentement sur le replat, suivant des lignes précises matérialisées par des cordeaux, formant un quadrillage méthodique de la zone. Sophie suivait la progression sur une tablette connectée à l'appareil, où des images complexes, des sortes de sismogrammes, s'affichaient en temps réel. Émile et moi observions à une petite distance, partagés entre une impatience fébrile et la crainte de ne rien trouver. Les heures passaient. Le soleil filtrait à travers les feuilles nouvelles, dessinant des taches de lumière sur le sol. Le seul bruit était le léger vrombissement de l'appareil et les instructions échangées à voix basse par l'équipe. Vers le milieu de l'après-midi, Sophie nous fit signe d'approcher. Son visage était concentré, mais une lueur brillait dans ses yeux. « Regardez », dit-elle en nous montrant l'écran de la tablette. Elle avait traité les premières données pour générer une carte en fausse couleur. Ici, vous voyez ces lignes droites très nettes. Elles forment des angles droits. Ce sont des anomalies très fortes, très denses. Ce sont des murs. Sans aucun doute. Elle déplaça son doigt sur l'écran. Et là, cette forme rectangulaire. C'est trop régulier pour être naturel. C'est un bâtiment. Et il y en a un autre à côté. Et un autre ici. Sous nos yeux ébahis, une carte fantomatique du sous-sol se dessinait. On devinait le tracé de plusieurs bâtiments regroupés autour d'un espace central, plus vide. « C'est l'agencement d'un hameau », murmura Sophie. « On a probablement les fondations de 3 ou 4 maisons ici, et cet espace vide pourrait être la place centrale ou le parvis de l'église mentionné sur votre carte. » Puis elle pointa une autre zone sur l'image. « Et regardez ici, vers le nord, en direction de la falaise. » Le signal devient chaotique, brouillé. C'est une masse énorme de matériaux mélangés, sans structure. C'est votre éboulement. On voit très clairement la limite de la coulée. Il semble s'être arrêté juste au bord du hameau, en submergeant peut-être une partie. La preuve était là, sur cet écran de tablette, au milieu de la forêt. Le radar avait vu ce que nos yeux ne pouvaient voir. Il avait confirmé l'existence des bâtiments et la réalité de la catastrophe. Val d'Ombre n'était plus une hypothèse, c'était une réalité archéologique. Émile Joret avait les larmes aux yeux. « Ils sont là », dit-il simplement. « Ils sont juste sous nos pieds. » Pour moi, c'était un moment de validation absolue. Le voyage commencé dans un grenier poussiéreux aboutissait à cette image numérique, ce plan d'un village que personne n'avait vu depuis 1788. La prochaine étape, Sophie nous l'annonça sur le chemin du retour, était inévitable. Maintenant, nous avons des cibles précises. Nous allons demander une autorisation pour des sondages archéologiques. Il est temps de creuser. Il est temps de rencontrer les habitants de Val d'Ombre. La prospection radar avait été un succès retentissant, transformant notre quête en un véritable projet scientifique. Les images du sous-sol étaient si probantes
que la DRAC a donné son feu vert pour une campagne de sondage archéologique exploratoire. Le but n'était pas de fouiller tout le village, une tâche titanesque, mais d'ouvrir quelques fenêtres dans le sol à des endroits stratégiques pour confirmer la nature et la datation des structures détectées par le radar. L'opération fut planifiée pour le début de l'été, une période de 2 semaines avec une équipe restreinte composée de Sophie Bernard, de 2 de ses étudiants en master d'archéologie et de moi-même, convié en tant qu'inventeur du site, un titre qui me remplissait de fierté. Émile Joret, dont l'âge ne permettait plus le travail physique, nous promit des visites régulières. L'installation du petit camp de base dans le vallon fut déjà une aventure. Tout le matériel, des truelles au seau, en passant par le tamis et les tentes, dut être transporté sur plusieurs kilomètres de sentiers escarpés. L'isolement du lieu, qui avait été un obstacle, devenait un atout. Le site était préservé de toute pollution moderne. Le premier sondage fut ouvert à l'emplacement de l'anomalie la plus nette, là où le radar avait dessiné le plan d'un bâtiment rectangulaire d'environ 8 mètres sur 5. Les premiers coups de pioche enlevèrent la couche d'humus et de feuilles. Le travail de l'archéologue est un travail de patience infinie. Chaque centimètre de terre est retiré avec précaution. Chaque découverte, même la plus modeste, est localisée, photographiée, répertoriée. Au bout de la première journée, sous une trentaine de centimètres de terre, nous avons atteint le sommet d'un mur. C'était un moment magique. Toucher ces pierres, assemblées par des mains humaines il y a plus de 2 siècles, était incroyablement émouvant. Le mur était fait de moellons de calcaire local, liés par un mortier de terre. Au fil des jours, la structure se révéla. C'était bien le mur d'une maison. Nous avons dégagé un angle, puis un deuxième. À l'intérieur du périmètre, le sol était différent, un sol d'occupation, plus compact, plus sombre. C'est là que les premières trouvailles d'objets ont eu lieu. D'abord, des fragments de poterie, des tessons de céramique communes, grossières, utilitaires, mais aussi quelques morceaux plus fins, des bols en faïence à décor floral simple, typiques de la production régionale de la fin du XVIIIe siècle. Chaque tesson était une petite victoire, une preuve tangible de la vie quotidienne. Puis, nous avons trouvé des objets en métal, très corrodés par l'acidité du sol. Un clou de charpente forgé à la main, une boucle de chaussure en fer, la lame d'un couteau. Ces modestes artefacts racontaient une histoire de travail, d'habillement, de repas partagés. Dans un coin de la pièce que nous fouillions, nous avons mis au jour une petite concentration de cendres et de charbon de bois. C'était l'emplacement du foyer, le cœur de la maison. Et c'est près de ce foyer que nous avons fait la découverte la plus significative de la première semaine. L'un des étudiants, en grattant délicatement la terre, a senti une résistance. Il a dégagé l'objet avec une brosse souple. C'était une pièce de monnaie. Après un nettoyage minutieux, le verdict tomba. C'était un liard de France, en cuivre, à l'effigie de Louis XVI. La date était parfaitement lisible, 1787, une année seulement avant la catastrophe. La pièce avait dû tomber de la poche de quelqu'un et rouler sous un meuble pour ne plus être retrouvée. Pour nous, c'était un marqueur chronologique parfait. Elle confirmait que le site était bien occupé juste avant 1788 et qu'il avait été abandonné brutalement. Le deuxième sondage fut ouvert sur une autre anomalie que Sophie soupçonnait d'être l'église ou la chapelle, en raison de sa position centrale et de sa forme légèrement plus grande. La fouille y fut plus complexe. Nous avons trouvé des fondations plus massives, plus soignées. Mais la découverte la plus troublante fut celle d'un niveau de destruction très net. Une couche épaisse de débris de tuiles, de poutres calcinées et de plâtre effondrés
recouvrait le sol d'origine. Et sous cette couche, nous avons trouvé des fragments de verre colorés, du verre de vitrail, des petits morceaux de bleu, de rouge et de jaune. Cela confirmait presque à coup sûr la nature religieuse du bâtiment. L'église de Val-d'Ombre. La présence de charbon de bois en abondance suggérait qu'un incendie avait précédé ou accompagné l'effondrement de la structure. Était-ce lié à l'éboulement? Une cheminée qui s'effondre? Un foyer qui se renverse dans la panique? Les questions étaient non plus nombreuses que les réponses. Chaque soir, autour du feu de camp, nous discutions de nos trouvailles. Nous n'étions plus seulement des scientifiques. Nous étions les biographes de ce village. Nous essayions d'imaginer la vie de ses habitants, ces horlogers paysans qui travaillaient l'hiver sur de minuscules pièces de montre et l'été dans les champs ou en forêt. Nous parlions des 27 victimes, leur donnant une forme de sépulture par notre travail de mémoire. L'ambiance était à la fois studieuse et grave. Nous étions conscients de fouiller une scène de tragédie. Nous n'avions pas trouvé de restes humains, et ce n'était pas le but de ces sondages limités, mais la présence de la mort était partout. C'était dans ce sol sombre, dans ces objets abandonnés à la hâte, dans le silence pesant du vallon à la tombée de la nuit. La fouille nous avait permis de toucher du doigt la réalité matérielle de Val-d'Ombre. Nous avions la preuve de leur existence, de leur mode de vie, et une confirmation de la date de leur disparition. Mais il manquait encore quelque chose. Il manquait l'élément qui transformerait ces données archéologiques en une histoire humaine poignante. Cette découverte, nous allions la faire le dernier jour des fouilles, et elle allait nous bouleverser bien plus que tous les murs et tous les tessons de poterie. Les 2 semaines de sondage touchaient à leur fin. Nous avions amassé une quantité impressionnante de données et d'artefacts qui confirmaient l'existence, la nature et la fin brutale de Val-d'Ombre. L'équipe était fatiguée mais satisfaite. Le dernier jour était consacré au nettoyage final des sondages, aux relevés topographiques précis et aux dernières photographies avant de reboucher les tranchées pour préserver le site. C'est en effectuant un dernier nettoyage dans le sondage de la maison, près du foyer, que je fis la découverte qui allait donner une âme à notre recherche. Ma truelle heurta quelque chose de petit et de dur, qui n'était ni une pierre, ni un tesson. Je dégageai l'objet avec une infinie précaution, utilisant une brosse douce, puis mes doigts. C'était un petit objet en métal, noirci et couvert de terre. Je le nettoyais sommairement avec de l'eau. Le métal sous la crasse semblait être de l'étain ou un alliage de cuivre. C'était un médaillon, de forme ovale, pas plus grand qu'un pouce. D'un côté, une représentation de la Vierge Marie, très usée. De l'autre, après un nettoyage plus attentif, des initiales gravées dans une écriture maladroite mais lisible, LG, et une date, 1786. Je l'ai montré à Sophie. Elle l'examina avec une loupe. C'est un médaillon de dévotion. Très courant à l'époque, dit-elle. Mais la gravure le rend unique. C'est un objet personnel, intime. Il a appartenu à quelqu'un. LG. Ce simple objet changeait tout. Ce n'était plus un clou anonyme ou un fragment de poterie. C'était un lien direct avec une personne. Quelqu'un qui avait vécu et prié dans cette maison. Quelqu'un qui l'avait perdu, peut-être, quelques mois ou quelques années avant la nuit fatidique. Ou peut-être était-il autour de son cou cette nuit-là. Cette pensée me donna des frissons. La découverte de ce médaillon nous a incités à regarder les archives d'une nouvelle manière. Le soir même, de retour à la civilisation, Émile Joret et moi nous sommes replongés dans les registres paroissiaux de Grand-Combe-Châteleux, ceux-là même que j'avais déjà consultés. Mais cette fois, nous ne cherchions pas un nom de lieu. Nous cherchions des initiales, LG. Et nous avions une période précise, les années 1780.
Nous avons épluché les actes de baptême, de mariage, de sépulture, et nous avons trouvé. Dans le registre des baptêmes, à la date du 5 mai 1782, il y avait l'enregistrement d'une petite Lucie Girard, fille de Jean-Baptiste Girard, maître horloger au Val-d'Ombre, et de son épouse, Marie Vautier. Lucie Girard. LG. Le nom correspondait. L'endroit correspondait. Son père était horloger, comme le décrivait la lettre du curé. En 1788, l'année de la catastrophe, elle aurait eu 6 ans. Soudain, le drame avait un visage. Celui d'une petite fille de 6 ans. Le médaillon n'était plus un artefact archéologique, c'était le bijou d'un enfant. Nous avons continué à chercher la famille Girard dans les registres. Nous n'avons trouvé aucune trace de leur sépulture, ni de celle de quiconque venant de Val-d'Ombre après l'automne 1788. Leur nom disparaît des archives en même temps que leur village. Ils faisaient partie des 27 âmes ensevelies. L'histoire était devenue insoutenable de clarté. Nous pouvions imaginer cette famille, le père travaillant à son établi, la mère s'occupant du foyer, et la petite Lucie jouant près du feu avec son médaillon. Nous pouvions presque sentir la fumée du bois, entendre les tic-tac des mécanismes de montre et les rires d'un enfant. Et nous pouvions imaginer l'horreur de cette nuit d'octobre, le bruit assourdissant de la montagne qui s'effondre, et le silence qui a suivi, un silence qui a duré plus de 200 ans. Cette découverte a apporté une conclusion émotionnelle à notre quête. Nous avions commencé avec une carte, une énigme géographique. Nous terminions avec l'histoire d'une famille, d'une communauté et le visage d'une petite fille. La synthèse de nos recherches fut présentée quelques mois plus tard lors d'un colloque d'archéologie. L'histoire de Val-d'Ombre, de sa découverte et de sa fin tragique a eu un grand retentissement, tant dans le milieu universitaire que dans la presse locale. Le creux des âmes perdues avait retrouvé son vrai nom et son histoire. Les conclusions de notre étude étaient claires. Val-d'Ombre était un hameau d'une 30aine d'habitants, spécialisé dans l'horlogerie et l'exploitation du bois, une activité économique typique du Jura de l'époque. Sa position dans un vallon encaissé, bien qu'offrant un accès à la force hydraulique des ruisseaux, le rendait extrêmement vulnérable. Des conditions météorologiques exceptionnelles à l'automne 1788, des pluies prolongées qui ont saturé les sols argileux reposant sur le calcaire, ont provoqué un glissement de terrain de grande ampleur qui a enseveli le village dans son sommeil, ne laissant aucun survivant et rendant toute tentative de secours ou de récupération des corps impossible. Le traumatisme et la difficulté d'accès ont ensuite conduit à l'abandon total et à l'oubli du site, dont le souvenir ne s'est perpétué que sous la forme d'une légende locale superstitieuse. La Révolution, éclatant peu après, a achevé d'effacer les dernières traces administratives de la communauté. Notre travail avait permis de reconstituer toute la chaîne des événements. De la carte à la lettre, du radar à la truelle, de la légende au registre paroissial, chaque pièce du puzzle avait trouvé sa place. Le médaillon de Lucie Girard était devenu le symbole de cette histoire ressuscitée. Il n'était pas destiné à un musée, mais il était le cœur de notre récit, la preuve que derrière chaque recherche historique, il y a des vies humaines. L'histoire de Val-d'Ombre, une fois révélée, a dépassé le simple cadre de notre petite équipe. Elle a touché la communauté locale d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. Les articles dans la presse régionale, un reportage sur la télévision locale et les conférences données par Émile et Sophie ont ravivé une mémoire que l'on croyait perdue à jamais. Les descendants des familles des villages voisins, dont les ancêtres avaient été les contemporains des habitants de Val-d'Ombre, se sont manifestés. Certains ont retrouvé dans leurs propres archives familiales des livres de contes, des correspondances,
de vagues mentions de l'éboulement du Vallon ou du drame des Girards. C'était comme si notre découverte avait fourni la clé pour déchiffrer des fragments d'histoire jusqu'alors incompris. Le creux des âmes perdues n'était plus un lieu de superstition, mais un lieu de mémoire. La municipalité de Grand-Combe-Châteleux, sur le territoire de laquelle se trouve le Vallon, a décidé, en accord avec l'ONF et la DRAC, d'agir. Il n'était pas question de transformer le site en attraction touristique, ce qui aurait trahi sa quiétude et sa nature de sépulture. L'idée était de créer un mémorial discret, un lieu de recueillement qui rendrait hommage aux victimes et raconterait leur histoire. 1 an après nos fouilles, une petite cérémonie a eu lieu à l'orée du Vallon, non loin du sentier forestier. Une simple stèle de pierre calcaire du Jura a été érigée. Dessus, une plaque de bronze a été fixée. Elle porte l'inscription. Ici reposent les 27 habitants du hameau de Val-d'Ombre, horlogers et bûcherons, ensevelis par un éboulement lors d'une nuit d'octobre 1788. Que leur mémoire, redécouverte en année de la découverte, demeure. La terre n'oublie pas. Sous cette inscription, la liste des noms des familles que nous avons pu identifier grâce aux registres paroissiaux a été gravée. Girard, Vautier, Huguenin, Poncet. La cérémonie fut simple et poignante. Il y avait les élus locaux, Émile Joret, Sophie Bernard et son équipe, des habitants de la région, et moi-même. Émile a pris la parole pour raconter l'histoire du village et l'incroyable chaîne de hasards et de travail acharné qui a mené à sa redécouverte. Sophie a expliqué la contribution de la science à la résurrection de cette mémoire. Quand mon tour est venu de dire quelques mots, j'ai simplement sorti la carte ancienne de mon grand-oncle, désormais protégée dans un cadre. Je l'ai montrée à l'Assemblée. J'ai parlé de ce grenier poussiéreux, de ce sentiment étrange que cette carte n'était pas un simple objet, mais un appel. Un appel lancé à travers les siècles par 27 personnes qui refusaient l'oubli. J'ai parlé de la petite Lucie Girard et de son médaillon. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Après les discours, nous avons observé 1 minute de silence. Le seul bruit était celui du vent dans les sapins et du bief froid qui coulait plus bas, dans le Vallon. C'était un silence différent de celui que j'avais connu lors de ma première visite. Ce n'était plus un silence d'oubli, mais un silence de respect. Un silence habité. Ma quête personnelle était terminée. La carte avait trouvé sa conclusion, son aboutissement. Elle n'était plus le plan d'un village disparu, mais le symbole d'une mémoire retrouvée. Elle a rejoint les archives départementales, où elle est désormais conservée comme une pièce historique de première importance, accessible aux chercheurs. Le médaillon de Lucie, lui, est exposé dans une petite vitrine au musée de l'horlogerie de Morteau, accompagné d'un texte racontant l'histoire de Val-d'Ombre. Il est le visage de cette tragédie. Parfois, je retourne seul dans le Vallon. Je ne vais pas jusqu'au site des fouilles. Je reste près de la stèle. Je regarde la forêt qui a repris ses droits et je pense à la fragilité de nos vies, de nos constructions, face à la puissance du temps et de la nature. Mais je pense aussi à l'incroyable résilience de la mémoire. Elle peut être enfouie, oubliée, déformée en légende, mais elle ne disparaît jamais tout à fait. Elle laisse des traces infimes. Une carte dans un grenier, une ligne dans un rapport, une histoire de grand-père, des initiales sur un médaillon. Et il suffit parfois d'une personne curieuse ou obstinée pour tirer sur un de ses fils et faire ressurgir tout un pan d'histoire. Mon grand-oncle Arthur avait raison, la terre garde bien ses secrets. Mais il avait tort de penser qu'elle les gardait trop bien. Parfois, elle attend simplement que quelqu'un vienne l'écouter.
L'histoire de Val d'Ombre est désormais écrite, figée dans les livres d'histoire et gravée dans la pierre. Mais pour moi, elle restera avant tout une aventure personnelle, un voyage initiatique qui m'a appris que le passé n'est jamais vraiment mort tant qu'on se souvient de lui.